Je suis le premier membre du cercle homosexuel étudiant de l'ULB puisque je suis le membre fondateur. Je n'ai jamais officiellement été président, mais à un certain moment, on m'a attribué le titre de maire supérieur. La création du CHE à l'ULB fut relativement facile. Ça n'a pas été digne d'un film américain avec de dures luttes et des personnes qui essayaient de me mettre des bâtons dans les roues. Pas du tout. On n'a jamais eu le moindre problème avec les autres cercles. Vraiment aucun. Ce qui m'a fait rentrer au jeu, c'est une merveilleuse affiche. Une affiche en noir et blanc, d'un monsieur de dos, tout nu. Affiche, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec donc quelqu'un qui tenait des bouquins, des syllabus, de dos, mais il était tout nu. Donc on voyait c'était marqué. Et en grand et en rose, vous avez dit différents, et il y en avait genre 4000 dans l'escalier qui menait à la cafette. Donc forcément, ça m'a interpellé. Et en me rapprochant, il y a bien un moment où j'ai arrêté de regarder les fesses et j'ai vu CHE, Avenue Jeanne. Je dis bon, on va y aller. C'était le vide total. En plus, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de revue. Je dirais plutôt une invisibilité. On en parlait très peu ou pas. C'est comme si on n'existait pas. Ce qui avait des avantages et des inconvénients, évidemment. Il n'y avait pas d'Internet, donc il n'y avait aucune information, on n'en parlait jamais. Il n'y avait que des images très clichés, donc la cage aux folles et du sexe. C'était les deux idées qui revenaient en permanence. Il y avait encore beaucoup de gens qui pensaient qu'effectivement l'homosexualité c'était une maladie, qu'il y avait moyen de les guérir, même chez des personnes, on va dire, centristes, quoi, même chez des personnes qui n'étaient pas réactionnaires. Donc des discours qu'on entend maintenant chez des ultra-réacs, style la manif pour tous, il y avait peut-être quelques éléments encore dans les années 99-2000. Annoncer son coming out, c'était, pour une femme en tout cas, c'était tout de suite aller sortir avec un grand camion et faire son coming out de butch. Alors il n'y avait pas toutes ces nuances, si tu veux. On n'avait plus aucun espoir d'avoir une identité de femme aux yeux de certains, enfin, pour caricaturer. Le but du cercle, pour moi, c'était de permettre à des étudiants homosexuels de faire leur premier pas, de se découvrir, d'éventuellement tomber amoureux de l'un ou l'autre membre du CHE, de découvrir le monde gay. Changer la vie d'une personne, c'était pour moi essentiel. Le CHE, c'était aussi une façon de se rencontrer entre nous, de se trouver des repères. C'est pour ça que c'était important aussi. Le lieu s'y prêtait bien, c'était dans les locaux d'Aimé à l'ULB, donc c'était très cosy, c'était une sorte de cocon comme ça, où on pouvait se rencontrer entre nous et voilà, forger un peu notre identité, notre culture gay, je dirais. Avoir un endroit où déjà, rien que le fait d'être homo, ça veut dire que vous êtes le bienvenu et qu'on ne va pas vous cracher dessus. Ben, ça aide. Là, toute l'importance qu'avait le CHE à ce moment-là, c'était de pouvoir s'insérer dans un contexte universitaire, de pouvoir rencontrer des jeunes, d'autres étudiants, de faire des copains, de rencontrer d'autres vies, d'une manière normale. Pas dans un contexte de drague, pas dans un contexte politique, mais dans un contexte de vie, tout simplement. Rencontrer aussi des personnes qui ne correspondaient pas non plus aux clichés de l'époque. Souvent on dit oui, mais ces associations, c'est des ghettos, c'est pas bien, c'est rester entre soi. Et moi je dis non, moi je n'appelle pas ça des ghettos, c'est parce qu'on n'est pas tout le temps dans ces associations. Quand on vit, on est aussi dans la vie de tous les jours. Mais se retrouver de temps en temps ensemble, c'est important pour avoir des repères et voilà. Et donc c'est à ça que servait notamment le CHE. Et ce qui était aussi important, c'est qu'on faisait attention les premières fois que quelqu'un arrivait au CHE, l'accueil. Et il y avait des gens pour qui ce n'était pas un problème, qui s'intégraient très vite. Il y a des gens qui ont eu beaucoup plus de difficultés à s'intégrer. Cette permanence, c'était assez
dur. On avait l'impression qu'il y avait des gens qui passaient la porte du CHE, c'était ou ça, ou ils se jetaient au canal. Il y avait des permanences téléphoniques et on avait quand même beaucoup d'appels d'étudiants en détresse, donc c'était quand même... Enfin, je ne veux pas dramatiser, mais c'était quand même une époque où c'était peut-être un petit peu moins facile de faire son coming out. On avait l'impression qu'on servait à quelque chose. L'homosexualité n'était pas placardée partout comme maintenant. On n'avait pas tous les droits qu'on a maintenant. Quand on était au CHE depuis 1 an de plus, déjà, on était beaucoup plus fort et on pouvait aider les petits jeunes qui arrivaient. J'ai aussi été un petit jeune, c'est fou de se dire ça, mon Dieu. Au cours de ces années-là, dans les années 80, 85, vraiment, c'était un problème. Il n'y avait pas de mixité au niveau des filles. Quand je suis arrivée, c'était effectivement, j'étais à peu près la seule femme. Donc j'ai très vite vu un enjeu aussi là-dedans, peut-être un peu féminiser aussi le CHE et avoir un accueil, en tout cas voilà, plus diversifié, autant pour les garçons que pour les filles. Bon, à l'époque, c'était oui, mais les filles ne viennent pas au CHE. Oui, mais bon, forcément, si on n'a pas, elles ne vont pas venir non plus. Donc, le fait de ne pas avoir une visibilité lesbienne, de ne pas avoir de thématique finalement avec un marqueur spécifiquement lesbien, forcément ça n'avait pas attiré toute une partie de la population estudiantine qui aurait pu être intéressée par les activités du CHE. Le fameux cliché de se dire, voilà, c'est pas parce qu'on est homo qu'on est forcément féministe, il s'est clairement vérifié. Quand on sortait boire un verre, on sortait à 20 ou 30, c'était des fous rires colossaux et on remplissait la moitié d'un bar en se disant, ben voilà, c'est le CHE, c'est les homos qui sont sortis, regardez comment ça bouge. On organisait des soirées régulièrement où il y avait 300-400 personnes facilement. C'était dingue, quoi. Je veux dire que les soirées, quand même, ça reste, ça reste quand même quelque chose ouais, de quand même bien ancré, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de super fêtes avec toutes les caves de la chapelle complètement bondées. Et c'était vraiment une époque très stimulante. La focalisation du cercle à l'époque où moi j'étais vice-président puis président, c'était vraiment de faire survivre le cercle et d'essayer de réfléchir à sa pertinence quand toutes les lois sur le mariage, les lois anti-discrimination, etc. avaient déjà été passées. Finalement, il y avait un peu ce sentiment que les combats majeurs, les plus médiatiques, avaient déjà été remportés. Pour moi, c'était une période de crise. Il n'y avait plus un rond, il y avait moins de monde, on n'avait pas de local à l'ULB, avec peu de moyens. On a fait un nouveau logo qui existe encore aujourd'hui. On a fait une affiche, on a placardé toute l'ULB, cette affiche. On a renoué un peu les contacts avec ME à l'ULB. Le local, on l'avait toujours sur toutes les activités donc, du jeudi. On a intensifié un peu les contacts avec la Maison Arc-en-Ciel et là, on a commencé à créer les soirées à thème. Cette tradition des voyages, ça avait une grande valeur pour les individus parce que toutes les personnes qui ont participé se sentaient faire partie d'une communauté et je pense que ça a beaucoup contribué à donner ou redonner son âme au cercle aussi. Et donc il y avait cette question toujours présente de la présence des filles au cercle. Mais forcément, voilà, c'est les filles qui doivent amener les filles. Et nous, en tant qu'hommes, c'était vraiment difficile. On se posait la question. On a fait une espèce d'appel à participation. On a tendu la main vers les lesbiennes. Et certaines ont répondu. La première Gwynarnot, parce que c'est comme ça que ça s'appelait. C'était le moyen qu'on avait trouvé à cette époque-là d'attirer des filles. Et le but, c'était de jouer sur les clichés. On a vraiment essayé de faire sortir le CHE de cet aspect sans doute qui était peut-être un peu trop ami finalement, pour l'ouvrir à beaucoup plus de personnes, l'ouvrir aux filles bien entendu, mais aussi l'ouvrir à la communauté étudiantine en dehors de l'ULB via notamment l'initiative des chefs, évidemment avec les cercles de Liège et de Namur. C'était la période où les chefs venaient de se créer.
Il y avait une énergie fédératrice entre les cercles. J'ai fait partie en fait du premier comité des chefs. Quand je vois aujourd'hui l'ampleur qu'a pris les chefs, c'est vraiment allé finalement très très vite parce que ça fait que quelques années et maintenant il y a il y a eu un essor phénoménal au niveau de la population qu'on essaie de toucher, des missions de sensibilisation qu'on essaie de faire, au niveau des collaborations avec les autres associations, même par rapport aux subsides finalement qu'on arrive à percevoir pour engager des permanents. Les chefs ont maintenant leur lot de permanents. Enfin, lot, c'est pas des objets, hein. J'ai connu les premiers intercercles, la première mise au vert. C'était quelque chose. Les souvenirs qui resteront gravés, c'est certaines soirées à la MAC ou des drinks d'anniversaire, par exemple du Cercle de Liège ou des mises au vert aussi. Où c'est vrai que l'ambiance était particulièrement délurée. Non, je vais pas en dire plus, jeunesse. Okay. Non. Alors, il n'y a pas beaucoup d'associations, je pense, où on peut avoir des amis tant à Liège, qu'à Namur, qu'à Louvain-la-Neuve, qu'à Mons, et je pense que ça m'a permis justement de rencontrer des gens différents, qui vivent dans des milieux différents, qui ont parfois également des identités différentes. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Des ennuis par moment, mais pas que, du tout. J'ai vraiment gardé de très bons amis du cercle. Ça m'a donné un espace que en général les hétéros trouvent bien plus tôt à l'école ou rencontrer des amis, faire des activités. C'est tout simplement ça pour moi. Bon, bien sûr qu'il y a cette dimension de l'orientation sexuelle et des questions de l'identité, du genre, etc. qui sont vraiment au centre de la raison d'être du cercle. Mais au-delà de ça, c'est vraiment des individus qu'on rencontre. Le chat, ça m'a permis d'un peu extérioriser mon expression de genre, d'un peu extérioriser qui j'étais. Les gens de l'extérieur voyaient la MAC et voyaient des garçons torse nu danser à la vitrine, et ça a duré à chaque MAC, c'était comme ça. On faisait vraiment beaucoup d'activités et c'est ce que je recherchais. J'avais déjà été dans des cercles, j'avais des amis hétéros, mais j'avais besoin d'avoir une vie sociale avec des LGBT. Et quand j'ai commencé à aller au show, je me suis rendu compte que tout un tas de références culturelles que j'avais mais que je partageais tout seul, ces gens, ils les avaient aussi. L'Eurovision, je pouvais jamais partager ça avec mes amis. Pour moi, ça a été vraiment une bouée de sauvetage dans le sens que ça m'a permis de me développer énormément, de rencontrer des amis qui sont toujours des amis actuellement. J'apprécie aussi énormément ce que le cercle fait, d'organiser des séances de discussion sur des sujets très spécifiques aux identités qu'on partage. Par exemple, les séances de cinéma, etc., où on vise des thématiques précises. Et les aspects presque un peu politiques qui sont reliés à avoir des identités minoritaires et pouvoir prendre cet aspect politique et leur définir à notre manière, de voir comment nous on veut être représentés, comment nous on veut représenter nos identités entre nous en fait. Le jeu m'a permis aussi de me situer dans mon identité, ou peut-être de moins me prendre la tête avec ça finalement et simplement de vivre. C'est sous ma présidence que le CHE est devenu le cercle étudiant LGBTQI. Et ça aussi, je pense que c'était une étape. Pendant ma deuxième année, j'étais personne de référence pour les questions de TQI. C'était un poste un peu vague parce que l'on ne savait pas quoi faire avec, parce que personne ne l'avait jamais été. Finalement, il y en avait un besoin, qu'il y avait plus de personnes transqueer ou intersexuées qui venaient dans le cercle. On se dit cercle LGBTQI et donc je pense que ça reste toujours un de nos devoirs de, dès le départ, essayer de donner les bases à tous nos membres pour qu'ils puissent être inclusifs, parce que être inclusif, ça s'apprend pas en un jour, c'est pas un réflexe qu'on a avec lequel on est né, donc ça s'apprend. Les gens vont dire oh oui mais je suis gay, je peux pas être transphobe, c'est pas vrai, on le sait. Ça m'a ouvert vraiment les yeux sur les thématiques LGBT. J'y connaissais pas grand chose au final, parce que quand on est gay on croit qu'on connaît, mais en fait on connaît rien. Une association reste un microcosme de ce qui se passe à l'extérieur. Les questions de transqueer intersexués commencent à être de plus en plus discutées à l'extérieur, mais restent un peu en retrait pour la plupart des gens.
Quand je vois les nouveaux et les nouvelles qui arrivent, je me dis qu'il y a une nouvelle fraîcheur, une nouvelle énergie. Le seul truc que je peux espérer justement, c'est qu'on continue à être un cercle de plus en plus inclusif, qu'on continue à accueillir finalement tout le monde et à faire tout notre possible pour que chaque personne soit accueillie de la manière dont elle a besoin finalement. C'est vrai qu'on a une certaine spécificité au niveau du jeu parce qu'on est présent à l'ULB. Ça a des avantages, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à toucher tous les jeunes, peut-être notamment les jeunes qui sont issus de milieux beaucoup plus précaires. Et donc c'est vrai qu'à l'avenir, ce qu'il faudrait vraiment réfléchir, c'est à comment toucher plus de jeunes, comment être le plus accessible possible. Je pense qu'on n'arrivera jamais à toucher tout le monde, mais si on peut en toucher un maximum, ça serait déjà bien. Pour moi, la question ne se pose pas vraiment de si le cercle peut encore être utile ou pas aujourd'hui, étant donné qu'on voit qu'il y a encore des membres qui arrivent. Si les gens viennent chercher le cercle, c'est qu'ils en sentent encore un besoin, que ça leur apporte encore quelque chose. Donc pour moi, oui, le cercle il a tout intérêt à être là aujourd'hui et à continuer à être là demain pour les générations futures qui continueront à se poser des questions.